critère pour distinguer la secte d'une religion et la religion d'une institution séculière, c'est peut-être justement ce temps de latence entre la prise de conscience et la dénonciation de pratiques de viol. Au sein de l'Église catholique aujourd'hui, il y a deux grands courants, l'Opus Dei et la Légion du Christ, qui ont des méthodes sectaires et qui pourtant sont à l'intérieur de l'Église, reconnues par l'Église. Et quand on parle de la Légion du Christ, le fondateur qui a abusé des milliers de prêtres, enfin peut-être pas des milliers, mais en tout cas beaucoup de ces séminaristes. Oui, je vais peut-être lui prêter beaucoup de force. Mais il a abusé beaucoup de ces séminaristes et il n'a été mis à la retraite que vers 85 ans, avec la bénédiction de l'Église. Bien sûr, c'est ce que je vous dis, c'est un critère. L'Église met beaucoup plus de temps qu'une institution séculière, mais elle met beaucoup moins de temps qu'une secte, c'est peut-être un critère. On passe aux questions SMS. Pourquoi la lutte contre les sectes est-elle aussi difficile? Et j'ajouterais, est-ce qu'elle est aussi difficile que ça? Parce que vous avez la vue sur le long terme et en plus vous avez le point de vue du professionnel de justice qui a eu à combattre les sectes. Donc voilà. Est-ce que c'est... voilà, pourquoi la lutte contre les sectes est-elle aussi difficile? Il y a de multiples raisons. D'abord, il faut faire prendre conscience aux acteurs sur le terrain. Il faut leur expliquer. Il y a tout un travail de sensibilisation et de formation, y compris les magistrats. Je vais demander plus de développement, de formation déconcentrée dans les cours d'appel. Cette raison-là. Il y a aussi la raison qu'on touche à des libertés. Donc on a peur, quelquefois, d'enfreindre et d'empiéter sur les libertés. Il faut qu'on ait une attitude équilibrée. Et puis, elle est difficile parce qu'on se heurte à des puissances dont vous n'avez pas idée. Ce sont des puissances financières extraordinaires. La richesse de certaines organisations que je préfère ne pas citer parce qu'on va éviter quelques procès, mais leur richesse, c'est des richesses de l'ordre de certains États. Ils possèdent des fortunes immobilières, donc on se heurte à des intérêts. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, le président de la Miviludes, ces grandes puissances qui vivent et qui s'alimentent et qui se régénèrent comme ça auprès de millions d'adeptes ne vont pas rester les bras croisés. Donc c'est une situation qui est extrêmement difficile pour toutes ces raisons. Comment les gourous arrivent-ils à persuader leurs victimes? Quand j'entendais le témoignage du scientologue qui a passé 15 ans dans leur rang tout à l'heure, voilà, on se dit c'est long, 15 ans. Il en est sorti et aujourd'hui il fait un retour sur lui-même où il explique les choses avec beaucoup de simplicité. Voilà, l'emprise du gourou, c'est un thème qui vous inspire, Jean-François Colosimo? Oui, bien sûr. Mais là, on sait qu'il y a d'abord, les gens qui se retrouvent dans les sectes sont des gens très souvent vulnérables, il faut le dire, soit par isolation sociale, soit par faiblesse psychologique. Ensuite, effectivement, les gourous ont des méthodes. Je veux dire, la scientologie dont on parlait, elle a ça de spécifique, c'est qu'elle s'est définie que comme une méthode mentale, n'est-ce pas? Et cette méthode, elle crée une accoutumance, une assuétude, une dépendance. Là, on est dans un phénomène, clairement, je dirais, d'épeuronnage des consciences et de domestication des individualités. Là, c'est clair. Je veux dire, dans le cas de la scientologie, c'est extrêmement clair. Ailleurs, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas de gourou chez les témoins de Jéhovah? Non, il n'y en a plus. Voilà. Il y en a eu, mais il n'y en a plus. Disons que ce qui fait le lien entre tous les mouvements sectaires, c'est la technique manipulatoire, c'est amener une carotte. Pour les témoins de Jéhovah, ça va être la vie éternelle si vous avez perdu un être cher. Et qui n'aurait pas envie d'y croire dans un moment de douleur pareil? Chez les scientologues, c'est le contrôle sur les autres. Dans d'autres mouvements, il va y avoir il y a une secte pour chaque levier finalement de faiblesse qu'on a en soi. Et personne n'est à l'abri. C'est finalement ça la réponse. C'est qu'il y a suffisamment de variété dans ces mouvements pour que finalement personne ne soit à l'abri et puisse être touché dans un point de sensibilité. Une fois ensuite que le point de sensibilité est touché, on va faire briller une sorte de but idéal que la personne tend à acquérir et on va ensuite mettre des conditions qui vont devenir de plus en plus nombreuses, de plus en plus invasives et finalement le but va s'effacer pour ne laisser place qu'à un panel de conditions à remplir qui sont totalement avilissantes. J'ai assisté à un séminaire organisé par mon entreprise. J'ai su après qu'il était organisé par les scientologues. Est-ce fréquent? Ça vous surprend là, ce témoignage-là? Non, pas du tout. La formation professionnelle, c'est une de nos préoccupations. C'est l'un des moyens de prosélytisme premier. La formation professionnelle? Oui, la formation professionnelle est un... Vous imaginez les sommes drainées par le 1% de la masse salariale. C'est faramineux, oui, c'est pour ça que j'aime, voilà. Oui, parce que on a une législation qui n'est pas encore suffisamment contraignante au niveau du contrôle de ces organismes professionnels. Vous avez beaucoup d'organismes professionnels qui ne disent pas, en réalité, leur appartenance à des mouvements sectaires. Et des gens se retrouvent comme ça dans des séminaires de formation pour améliorer leur communication, leur épanouissement avec les autres. Et puis, à un certain moment, on leur délivre des préceptes tout à fait étonnants. Ça, c'est aussi une manière d'infiltration et de faire du prosélytisme sur de l'argent public.
Oui, c'est sur de l'argent public. Peut-on imaginer des liens entre certains groupes industriels ou bancaires et des sectes qui serviraient de pompe à fric? Alors je vais vous le dire autrement parce que... Oui, bien sûr. oui. Bien sûr. On connaît, par exemple, il y a l'industrie japonaise passe par des mouvements sectaires tout à fait identifiés et connus, dont la secte Nichiren, n'est-ce pas, qui est représentée en France, qui s'appelle secte d'ailleurs, parce que secte dans certains pays, c'est pas un mot négatif, c'est un mot positif, ça veut dire groupe. C'est bien de le savoir, oui. Hein, je veux dire, hein, Ça dépend du modèle de laïcité. Voilà, je veux dire, bon. Mais au Japon, en tout cas, on a les yakuza et on a les sectes, on a les deux mondes, le monde des mafias et le monde des sectes encadrent l'activité. Chez nous, il y a des économique. troquets, c'est au bon accueil, donc là-bas, ça pourrait être à la Voilà. bonne secte. Et donc, en fait, on peut se retrouver effectivement avec des groupes extrêmement puissants. On sait que la secte Moon aussi fonctionnait en liaison avec des grands groupes américains en raison de son anticommunisme militant, etc. Donc, les sectes manipulent, mais elles peuvent aussi être manipulées, c'est évident. La secte Moon a non seulement beaucoup contribué à financer la droite religieuse américaine, elle a aussi financé le Front National pendant quelques années, à des montants pas négligeables. La crise que nous vivons actuellement ne va-t-elle pas favoriser justement les mouvements sectaires? Je vais vous dire, c'est une question intéressante qui faisait l'objet du titre de ce soir, qui était en même temps un clin d'œil. On est dans une période de déstabilisation sociale et économique et on se dit que ça peut fragiliser des gens particulièrement. Est-ce que vous pensez que voilà, le climat actuel, il est favorable d'une façon ou d'une autre au contact entre guillemets sectaire? Paradoxalement, Vous pensez que oui? Oui, ça rentre complètement dans leur technique d'approche, c'est-à-dire mettre en valeur des faits du quotidien qui effraient les gens pour leur dire on vous promet une solution idéale à ces problèmes. Et à l'heure actuelle, le contexte est idéal pour des témoins de Jéhovah, par exemple, qui au porte-à-porte vont dire est-ce que vous n'êtes pas inquiet par la situation économique mondiale? En plus, ces événements étaient prévus par la Bible. Et hop, c'est le point d'entrée dans un embrigadement sectaire. Donc à l'heure actuelle, oui, c'est vraiment problématique. Ce qui est bien, c'est quand on prédit l'apocalypse, on ne peut jamais se tromper. Paradoxalement, le recul des croyances favorise aussi l'émergence des sectes. C'est parce que les églises reculent que les sectes augmentent. Ah, Ça, c'est c'est une des leçons de la sociologie religieuse. Je termine avec que sait-on de l'infiltration des sectes dans les pouvoirs publics? Je vais être très simple, Georges Fenech, c'est il y a 10 secondes. Est-ce que vous pensez que c'est un problème ou pas, à votre connaissance? Il ne faut pas tomber dans la paranoïa, mais il existe. Merci beaucoup de cette réponse franche et rapide. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vous connaissez leur diffusion, c'est pourquoi ce soir, je vais insister plus que jamais pour vous convier à ne pas rater le grand rendez-vous littéraire de France 5, puisque François Bunel reçoit dans la Grande Librairie notre prix Nobel de littérature, désigné aujourd'hui, Jean-Marie Leclésio, et en direct à 20h35, donc dans la Grande Librairie. Et je vous annonce que demain, nous diffuserons aussi à 20h35 un portrait de Jean-Marie Leclésio, documentaire dans la série Empreinte. Donc rendez-vous aujourd'hui et demain à 20h35 sur France 5 avec le prix de Nobel littérature désigné aujourd'hui. Bonne soirée, à demain, merci.